Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Merci d'être avec nous Et sur vous en France prie, et Info. bonne année, on a encore le droit. Ah oui, c'est encore le droit. Et bonne année. Bonjour. On est le 27 Paul. janvier. Bonjour à tous. 2 personnes ont été tuées en 3 semaines à Minneapolis, aux États-Unis. Derrière ces meurtres, la police de l'immigration et la police aux frontières, les bras armés de la politique de Donald Trump. Donald Trump, écoutez ce qu'en disait Jordan Bardella, le président de votre parti, lors de ses vœux en janvier 2025. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le patriotisme de Donald Trump. L'élection de Trump est une bonne chose pour les Américains et je me réjouis que les Américains aient fait ce choix. Respect, admiration, bonne chose. Est-ce que vous rediriez la même chose aujourd'hui, Jean-Philippe Tanguy? Oui, est-ce que Donald Trump, est patriote? Oui. Est-ce qu'il a été élu par les Américains? Oui. Est-ce que C'est une bonne chose pour les est-ce que États-Unis? c'est le président que les Français auraient choisi? J'en doute. Voilà. Bon, donc nous, on a toujours été très clairs. Les peuples choisissent un dirigeant. On prend acte des choix des peuples et ces dirigeants défendent leurs intérêts. Et la France doit défendre les siens, point final. Il y a eu une Trump-mania à un moment au RN. C'est Non, fini, je crois ça pas. Non, c'est cette espèce de mode que les journalistes créent, puis On après a juste s'interrogent sur leur écouté. propre mode. Non, mais vous pouvez isoler des passages, tout ce que vous voulez, mais y compris d'ailleurs moi sur ce plateau, je n'ai cessé de dire exactement ce que je vous dis aujourd'hui, à savoir que Donald Trump défendra les intérêts des États-Unis, uniquement des États-Unis. Les États-Unis, toute éternité, ne s'intéressent qu'à eux, qu'à leurs intérêts, ont des alliances quand ça sert leurs intérêts, n'ont pas d'alliance quand ça ne les sert pas. Ça fait 250 ans que ça dure, et je pense que les États-Unis continueront à être ce qu'ils ont. Parce que moi, je crois à l'identité des peuples, je crois à l'identité des nations. La France n'est pas les États-Unis. Il y a pas Dieu un nous en garde. désenchantement Et vis-à-vis de Donald j'aimerais bien que la Trump, France cesse, une partie de la France cesse d'être toujours obsédée par les États-Unis. Voilà, Oui, mais d'ailleurs, là, il s'invite dans il y a une dans partie notre des élites actualité, quand françaises même. qui sont toujours dans la projection sur les États-Unis, comme si l'inverse n'est pas vrai. Je veux dire, qu'il n'y a aucune télévision ou radio aux États-Unis qui parle de la France toute la Non, journée. mais quand comme le la président France américain parle veut nous des taxer, il États-Unis. parle de nous. qui avait montré des Quand signes. le président américain veut nous taxer, il parle de nous. Ah oui, absolument d'ailleurs. Et j'espère que nous allons évidemment résister à ces menaces, prendre des dispositions qui permettent de nous protéger, notamment sur les médicaments. Parce qu'au-delà, des déclarations qui sont faites, qu'est-ce qu'on est capable de défendre en France? Et si nous avions notre souveraineté sanitaire, comme le président Macron l'avait promis après le Covid, eh bien nous serions tranquilles. Mais comme ça n'a pas été fait, et comme nous ne sommes pas souverains malheureusement sur les médicaments comme sur autre chose, comme M. Trump demande des baisses de médicaments pour lui et qui demande que l'industrie pharmaceutique, on va dire, répercute les prix sur l'Europe et la France, évidemment, ça c'est très inquiétant et il faut réagir. Et c'est pas en vendant une partie de Sanofi aux Américains comme ça a été fait avec Opelia qu'on va y arriver. D'ailleurs, nous on propose de récupérer évidemment les actifs pharmaceutiques qui ont été vendus ici ou là et qu'on produise en France des médicaments. Et c'est valable sur toutes les menaces Jean-Philippe que Tanguy. les États étrangers sont capables de faire contre la France, malheureusement. Vous disiez à l'instant, comme Jordan Bardella, que la présidence Trump était une bonne chose pour les Américains. Alex Pretty, infirmier de 37 ans, tué samedi par des agents de la police de l'immigration à Minneapolis. C'est le 2e Américain tué en pleine rue par cette même police envoyée par Donald Trump. Comment vous qualifiez ce qu'il s'est passé? La justice, le qualifiera. J'espère que la vérité sera établie sur les faits. J'ai vu que c'était difficile, puisque visiblement il y a un conflit au sein des institutions judiciaires américaines entre l'État fédéral et les autorités du Minnesota. Et j'espère que... C'est-à-dire? J'ai vu qu'il y avait des procureurs, non pas sur ce cas-là, mais sur le premier cas, la dame qui a été abattue dans sa voiture. Visiblement, il y a un conflit qui fait qu'il y a des procureurs du Minnesota qui ont démissionné, qui ne sont pas d'accord avec la procédure judiciaire entamée par l'attorney général à Washington. Donc, Et sur Alex Pretty, j'espère que les faits seront établis, que justice sera rendue. Si évidemment ces personnes ont été victimes de débordements, de comportements inqualifiables de la police, j'espère que les faits seront établis. Les États-Unis sont un État de droit, comme la France, en tout cas en France. Quand il y a un comportement inapproprié, voire un crime commis par les forces de l'ordre, il y a des procédures très strictes et la police française est la plus contrôlée du monde. Je ne pense pas que les États-Unis aient le même degré de contrôle. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi pour ça. Mais c'est aussi pour ça. Moi, j'aimerais. Mais Non, mais Marie oui, votre Maréchal question. parle d'un accident malheureux. Elle dit que c'est dû à des militants d'extrême gauche qui s'interposaient dans l'action policière. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec Mais Marie moi, je ne Maréchal? sais pas. Vous savez, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez bien les images. L'homme est à terre. Oui, mais il est ça, les désarmé. images, c'est une Vous chose. Moi, tout voyez ce que les je sais, images. c'est qu'il y a deux citoyens américains qui sont morts, que c'est en soi une tragédie. Mais vous Et n'êtes que pas la sûr que justice- c'est la responsabilité de ces Mais policiers? je ne suis sûr de rien, moi. Moi, je crois à la justice. Je crois à l'institution judiciaire. Je crois aux enquêtes. Je crois que la justice établit des faits que ni les journalistes ni les politiciens ne doivent établir à la place de la justice. Je crois que c'est ça, les valeurs républicaines. Et que moi, je pleure toute personne qui meurt sous les balles
des forces de l'ordre ou qui meurent d'une manière générale, et la justice doit établir la réalité. Mais par contre, vous voyez, la France, enfin les élites françaises qui sont totalement obsédées tout le temps par le modèle américain, devraient plutôt être fières du modèle français, car la police française, les forces de l'ordre françaises ne fonctionnent pas du tout comme les forces de l'ordre états-uniennes. Et un petit regard rétrospectif sur l'histoire de la violence aux États-Unis, c'est pas vraiment les valeurs françaises. Et Donald Trump a en partie reculé en faisant partir une partie de sa police de l'immigration. Il y a un vif débat aux États-Unis sur sa santé et même sa santé mentale. Est-ce que parfois, en l'observant, vous pensez qu'il est fou ou sénile? Non, mais pas du tout. Mais ça, c'est quelque chose aussi des élites françaises ou européennes qui passent leur temps à psychiatriser leur adversaire plutôt que de regarder nos propres problèmes. Je veux dire, le fait qu'on ait un comportement si rationnel avec Donald Trump ou les présidents américains, parce que les mêmes élites européennes ont cautionné les mensonges sur la santé réelle, pour le coup. Moi, j'ai rien contre lui à titre personnel, de M. Biden, pendant des années. Bon, voilà, il y a une relation irrationnelle aux administrations américaines. C'est-à-dire que quand c'est les démocrates, une partie des élites françaises ne veulent pas voir ce que c'est que la puissance américaine. C'est-à-dire que tout ce que les États-Unis ont fait contre nous, par exemple sous Barack Obama, contre Alstom, contre la BNP, contre les intérêts français, on ne le voyait pas parce que Barack Obama était soi-disant un dieu sur Terre. Et quand c'est Donald Trump, c'est le diable sur Terre. Moi, j'aimerais qu'on ait une relation rationnelle avec les administrations américaines et qu'on voit que les États-Unis, au-delà de leur administration, défendent systématiquement leurs intérêts et ont un projet de société et des valeurs qui ne sont pas les valeurs françaises, ni les valeurs européennes d'ailleurs. Et j'aimerais que nous, parce que c'est ça la leçon de tout ça, on cesse de toujours aller chercher à l'étranger des modèles qui n'en sont pas et qu'on soit fier de la France, qu'on soit fier de l'identité française, qu'on construise quelque chose qui soit français en France et qui n'ait pas besoin toujours de se raccrocher à je ne sais quel modèle étranger. On peut s'inspirer des bonnes pratiques. Effectivement, mais parfois ça vient de votre camp. C'est Marion Maréchal, qui est votre allié, votre seul allié à l'Assemblée. Elle dit qu'il faut s'inspirer de la méthode de Donald Trump. Donc la question, c'est aujourd'hui, le RN au pouvoir, est-ce qu'il s'inspirerait de certaines choses de Donald Trump, et notamment en matière de lutte contre l'immigration, parce que ça, c'est un combat que vous partagez avec le président américain. Non, je ne pense pas que ce soit les mêmes défis, la même façon de procéder. Voilà, comment dire, qu'on considère que Donald Trump fait des promesses et après qu'ils sont suivis des faits. Bon, c'est sans doute la seule chose dont on peut s'inspirer de Donald Trump, mais c'est pas du tout la même politique qu'il faut mener en France. On est de toute façon pas dans la même situation. Les États-Unis sont un pays continent au sein de l'hémisphère américain. Nous sommes un pays au confluent d'une péninsule euro-asiatique en face de l'Afrique. Ça n'a aucun rapport. Voilà. Donc pas les mêmes méthodes au pouvoir. C'est pas la même situation, c'est pas les mêmes méthodes et c'est pas la même histoire. Je veux dire, l'histoire de la violence, l'histoire du racisme aux États-Unis n'est pas du tout, et je m'en félicite, l'histoire française. Et je comprends pas cette obsession permanente. Enfin, je la comprends puisque je l'ai étudiée, mais je la déplore. On connaîtra ce matin le nombre de titres de séjour délivrés en France l'an dernier. Les délais d'obtention s'allongent, 40 jours de plus pour une première demande en 2024 comparé à 2023. C'est la preuve que le gouvernement n'est pas aussi laxiste que vous le dites, non? Non, mais on est à des niveaux très élevés. Donc le niveau est très élevé, très préoccupant, et c'est une absence de contrôle qui n'a rien à voir aux promesses qui ont été faites aux Françaises et aux Français, en particulier à l'époque par Bruno Retailleau. Donc on est très très loin des engagements de Bruno Retailleau. De toute façon, ces gens n'ont en fait pas la volonté de changer la politique migratoire, et c'est pour ça qu'il y a que la rupture qu'incarnent Marine Le Pen et Jordan Bardella qui est capable de faire quelque chose sur ce dossier, comme tous les autres d'ailleurs. Ça, c'est ce que vous dites, mais Oui, ce matin, Anaïs Place, qui est avocate, notamment spécialisée dans le droit des étrangers, dénonçait un problème d'idéologie en France, justement parce qu'on a durci la loi, parce qu'on a durci les consignes au ministère de l'Intérieur. On demande plus d'expulsions, on réduit la durée des titres de séjour, ça rajoute du travail aux agents, et il y a engorgement, retard, dysfonctionnement, qui touche aussi parfois ceux qui sont en situation régulière. Est-ce que c'est pas le signe que la France n'est pas laxiste, non ? Non, que ce soit bureaucratique, c'est sans doute vrai, qu'il n'y ait pas assez de moyens pour le coup et d'agents dans les préfectures, c'est évident. En commission des finances, on étudie chaque année le budget attribué aux préfectures. Nos préfectures sont appauvries, ont été démembrées. Il faut dire que l'émergence des collectivités territoriales au détriment des services concentrés de l'État et des préfectures a été tragique, avec des recrutements, notamment dans les intercommunalités et les grandes régions qui ne servent pas beaucoup le service public, mais les moyens qui sont mis dans les baronnies locales ne sont pas mis au service de la préfecture, et les préfectures sont démunies et débordées par le phénomène migratoire qui effectivement peut toucher des honnêtes gens à la fin, puisque comme on n'applique pas la loi pour les clandestins et les gens qui n'ont rien à faire chez nous, qui n'ont plus le droit de l'être, les personnes qui travaillent et qui respectent nos lois sont parfois
touchés effectivement par cette incapacité à suivre, mais c'est une fois plus la submersion migratoire qui explique cela. C'est-à-dire on ne va pas tout faciliter. Migratoire. Ah ben oui, on est passé à plus de 500 000 par an migrants dans notre pays, et si j'ajoute cela, l'émigration des talents français, c'est dramatique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous voyez, on parlait des États-Unis. Dans les nombreux tabous qui existent en France, c'est le sujet de l'émigration, c'est-à-dire le départ des talents de France vers les États-Unis, vers le Canada, vers la Suisse, vers le Luxembourg. On en parle très très peu. Voilà, c'est dommage parce qu'en fait, ce qui appauvrit aussi considérablement notre pays, c'est que beaucoup de jeunes, beaucoup de talents, de toute formation d'ailleurs, fuient notre pays parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas d'avenir en venir France. aussi beaucoup de scientifiques et de talents américains qui n'ont pas envie de rester sous la politique de Donald Trump en ce moment. C'était un peu pipeau. Non, mais c'est intéressant votre question, Madame Lambray, parce que c'était un peu pipeau, parce qu'effectivement, on nous a annoncé beaucoup d'arrivées de talents des États-Unis. Notamment à Marseille. Il n'y a pas eu grand-chose. Voilà. Il y a beaucoup eu dans les sciences humaines, c'est très sympathique, mais dans les sciences dures, il n'y a pas eu grand-chose. Jean-Philippe Tanguy, en Iran, le bilan de la répression pourrait être bien plus élevé que les milliers de morts déjà confirmés. Le photojournaliste iranien, franco-iranien Reza était l'invité de France Info ce matin. Il parle de 50 000 morts. Le régime iranien ne va pas tomber par les manifestations. Ça, c'est impensable. Ce que, dans ma lettre, j'avais demandé il y a 2 semaines à M. Macron en disant qu'il faut créer une coalition internationale, de prendre une décision, quoi qu'il soit. Est-ce que la France devrait créer une coalition internationale pour potentiellement intervenir en Iran ? Ouais, c'est vraiment une question très difficile. C'est pas pour pas répondre, mais face évidemment à ce massacre et face au courage admirable des Iraniens, on a envie effectivement d'intervenir pour protéger ces personnes innocentes et courageuses. Mais les interventions étrangères finissent quasiment toujours mal, y compris pour le peuple libéré ou concerné. Et il faut en fait que, même si c'est très difficile à dire évidemment, puisqu'on est très confortable ici, que le peuple iranien trouve le chemin de sa libération par lui-même et sa dignité par elle-même, parce qu'effectivement les peuples qui sont libérés ou sauvés par des intérêts étrangers, souvent ont beaucoup de mal à s'en remettre finalement. Donc, et on apprend que le porte-avions américain Abraham Lincoln et son escorte sont arrivés hier au Moyen-Orient. On craint une intervention immédiate américaine. On craint ou pas d'ailleurs. Est-ce que pour vous ce serait... On comprend que vous prenez des pincettes évidemment au vu du recul historique, mais est-ce que pour vous c'est nécessaire une intervention américaine ? Ça dépend de quelle intervention. Quand les États-Unis ont détruit les interventions nucléaires iraniennes, ça n'a pas perturbé le peuple iranien, ça ne l'a pas empêché de poursuivre son émancipation et sa libération. On peut intervenir ponctuellement pour affaiblir le régime, affaiblir les Pasdaran, le régime des gardiens de la Révolution. Il y a sans doute des interventions qui sont possibles et ponctuelles. La difficulté aussi, c'est en lien aussi avec ces forces de libération, ces forces qui veulent libérer leur pays, qui sont, sauf erreur de ma part, pas organisées, qui n'ont pas de représentants. Par exemple, quand les Américains ont libéré la France, il y avait la France libre, il y avait des organisations de résistance qui permettaient de lier la libération du territoire par des nationaux et l'intervention étrangère. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, ces connexions n'existent pas et ça rend difficile la libération du peuple iranien et une aide étrangère. Jean-Philippe Tanguy, dans un instant, on va parler des réseaux sociaux, notamment, et des municipales. Mais tout de suite, il est 8h47 et c'est l'info en 1 minute avec Sarah Ders. Les intempéries aux États-Unis et le bilan grimpe, au moins 23 morts, 600 000 foyers sans électricité. Et les températures doivent encore chuter les prochains jours dans le nord du pays jusqu'à moins 45 degrés ressentis. Après l'incendie de Crans-Montana, l'Italie exige une enquête conjointe tant que cette condition n'est pas remplie. Rome rappelle son ambassadeur en Suisse. Au moins 40 personnes sont mortes la nuit du Nouvel An, 116 blessés. Le député de la Somme, François Ruffin, sera bien candidat à la primaire de la gauche unitaire le 11 octobre prochain avec Marine Tondelier et Clémentine Autain. Primaire 6 mois avant l'élection présidentielle. Alexis Pinthuron va-t-il participer aux Jeux de Milan-Cortina en février ? La France vient d'obtenir un quota supplémentaire en ski alpin masculin, un skieur en plus. Le triple médaillé olympique n'est pas retenu à ce stade. Réponse demain. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Paul, on parle maintenant des réseaux sociaux avec une avancée dans la nuit. Une loi qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans à partir de la rentrée prochaine a donc été votée cette nuit. Une étape majeure, salue le président Macron sur X, parce que, écrit-il, le cerveau de nos enfants n'est pas à vendre ni aux plateformes américaines ni aux réseaux chinois. Un texte soutenu par vous, soutenu par le Rassemblement National. Mais vous pensez vraiment que ça suffira ? Non, vous avez raison, il faut aller plus loin. Il faut évidemment une politique éducative forte, une incitation pour nos jeunes à lire, à découvrir toute
toutes les formes de culture, à s'approprier notre identité, notre héritage culturel pour développer leur esprit critique. Voilà, l'interdiction des réseaux sociaux, à elle seule, ne suffit pas. J'espère que c'est une première étape ou une étape parmi d'autres pour retrouver un chemin éducatif par le haut. La dernière fois, ça avait achoppé sur la loi européenne. Oui, c'est une difficulté. Vous pensez que c'est la bonne ? Je ne sais pas, écoutez, nous verrons. C'était pas du tout clair dans la discussion parlementaire, dans les interventions des uns et des autres et du gouvernement, les interventions de la Commission européenne également. Bon, c'est une loi de communication, dit la France Insoumise. Oui, j'ai pas trop compris pourquoi ils n'avaient pas voté pour, parce que peut-être que cette loi est imparfaite, mais il y a beaucoup de lois imparfaites ou de propositions que les Insoumis font qui sont imparfaites, des résolutions, par exemple sur le Mercosur, que les Insoumis ont faites et qu'on a votées de manière unanime. Elles étaient aussi en soi imparfaites, puisqu'on sait très bien qu'elles peuvent aller en contradiction avec la doctrine, les traités européens. Donc là, j'ai pas compris la position des Insoumis à pas s'opposer le maximum au gouvernement, même quand ça va dans le bon sens. Ce qui est certain, c'est que ce texte-là, par rapport à la question de M. Laroutourou sur l'Europe, nous montre aussi la tutelle de la Commission sur des sujets non pertinents. Voilà, les Françaises et les Français n'ont jamais voté, je crois, pour que l'Union européenne et la Commission européenne nous empêchent, par exemple, d'interdire à nos jeunes l'accès aux réseaux sociaux. Voilà, et c'est vrai que la pesanteur et l'abus de droit de la Commission européenne se fait de plus en plus sentir. J'ai parlé du Mercosur, on pourrait parler de l'agriculture, de l'industrie. Les Françaises et les Français se rendent compte que cette Commission européenne s'occupe beaucoup de restreindre les libertés des nations et nous protège de rien. Alors justement, dans le même texte, il y a un sujet connexe, également une interdiction pour les jeunes, mais cette fois-ci des téléphones portables au lycée. Ils ont ajouté, vous les députés, vous avez ajouté un amendement un peu compliqué que je vous résume. En fait, ce serait dans le règlement intérieur. Il serait interdit d'utiliser les téléphones dans les lieux, à l'intérieur, pendant les cours et dans les couloirs, mais par contre, ce serait autorisé dans une zone définie de la cour. Ça ressemble pas un peu à une usine à gaz ? Écoutez, on fait réaliste. Non, mais écoutez, on peut toujours progresser. Ce texte va aller au Sénat. On peut toujours améliorer les choses. Mais aussi les lycées. Vous avez des adultes, vous avez des étudiants, enfin des lycéens qui ont plus de 18 ans. Vous avez des lycéens qui sont en internat, qui sont là tout le temps. Donc ils ont besoin du téléphone pour joindre leur famille, évidemment. Et puis on n'est pas dans le même liberté à 18 ans qu'à 15 ans. À 18 ans, vous êtes un citoyen, vous pouvez voter, vous avez toutes vos libertés civiques. À 15 ans, vous les avez pas. Et donc vous avez deux populations qui sont sur le même lieu et qui n'ont pas les mêmes droits. Donc, on critique beaucoup, à juste raison d'ailleurs, les députés, les parlementaires. Il faut toujours s'améliorer, mais parfois on essaie aussi de gérer la complexité de la société. C'est vrai que c'est pas facile parfois à traduire dans le droit. Donc, je demande un peu de bienveillance. On va essayer d'améliorer le texte. Jean-Philippe Tanguy, aux législatives en 2024, la presse avait pointé le profil de certains candidats à Rassemblement national. Jordan Bardella lui-même avait parlé de brebis galeuses. Nous sommes à 2 mois des municipales. Et je vous donne un exemple, votre tête de liste à Belfort, membre de l'organisation radicale La Cocarde étudiante et auteur d'un tweet raciste et antisémite en 2022 qui a été exhumé par Mediapart. Il s'appelle Quentin Mancollet et il commentait les naissances de sa commune. 72% de prénoms à consonance étrangère au dernier recensement, c'est du remplacement pur et dur et je n'ai même pas comptabilisé Élie et Samuel d'origine hébraïque. Comment vous appelez ce tweet ? Il a dit lui-même que ce tweet était incompréhensible et que comme il était incompréhensible, il l'a retiré, que c'était pas ce qu'il avait voulu dire. Et vous retirez pas votre candidat, vous ? Non, mais à partir du moment où il s'excuse et il considère que ce tweet était inapproprié, il n'avait rien à faire et qu'il reconnaît lui-même qu'il a été compris comme il n'aurait pas dû être compris et qu'il n'aurait pas dû être écrit, on considère que ça va dans le bon sens. Par ailleurs, il a d'autres engagements dans le parti qui fait que on considère que ces autres engagements et les valeurs et les propositions qu'il défend prouvent que ce qu'il a écrit n'était pas la façon dont il a été compris. D'accord, donc on peut publier un message raciste et antisémite, mais ne pas le penser. Madame Lambray, en soi, ce message n'est pas raciste ou antisémite. Il est... Je n'ai même pas comptabilisé Élie et Samuel d'origine hébraïque. Je considère qu'il n'aurait pas dû être écrit. Et par exemple, il n'était pas condamnable par la justice. Il n'est pas xénophobe, ni antisémite. Mais c'est un tweet qui n'a pas dû avoir lieu, qui pouvait donner lieu à l'interprétation qu'a donnée Agathe Lambray. Mais quand on a auditionné cette personne, il s'est avéré que ce n'était pas l'intention du tweet. Quand on voit que l'intention de la personne et que le tweet ou le propos, l'écriture, transcrit, fait transparaître du racisme, de l'antisémitisme, et là, c'est pas le cas selon vous. De l'homophobie, de la misogynie, il dégage. Là, on peut aussi faire des erreurs. Nul n'est parfait. On peut écrire des choses qui correspondent pas à son esprit. Ça arrivait à tout le monde de tenir des propos. D'accord, mais donc vous parlez juste d'erreurs, Jean-Philippe Tanguy. Pardon, mais il n'y a pas une errère de casting. Pour vous, ce sont juste erreurs de casting. La multiplication de ces candidats qui ont des propos. Quand il y a des erreurs de casting, Madame Lambray, douteux, plus que douteux. Quand il y a des erreurs de casting, ça peut arriver, ça dégage. Et ça dégage
tout de suite. Mais le but des investigations et d'auditionner les gens, c'est aussi de comprendre si ces personnes ont fait une erreur, une maladresse ou une connerie. Ben, ça existe aussi. Alors justement. Et aussi, ça transparaît un engagement qui n'a rien à faire chez nous. Et d'ailleurs, je rappelle, parce que j'ai du mal à comprendre compte tenu des positions publiques et historiques de Marine Le Pen et Jordan Bardella, que toutes les personnes qui partagent des idées racistes, homophobes, xénophobes, misogynes n'ont rien à faire chez nous. Ah, donc vous ne comprenez pas qu'ils soient maintenus, ce candidat Belfort. Je ne comprends même pas pourquoi ils viennent, en fait. Parce Mais que oui, vous voyez, pourquoi ils soutiennent le Rassemblement national? Est-ce que vous pensez que ce sont vos idées qui attirent ce type de profil? Non, je ne vois pas comment c'est possible. Puisque... Vous ne voyez pas du tout? Mais non, puisque les partis, pour le coup, qui eux sont ouvertement homophobes, misogynes, racistes, xénophobes, combattent le Rassemblement national. Par exemple, le Parti de la France de monsieur Thomas Joly, espèce de groupuscule, dont je ne comprends pas qu'il ne soit pas interdit depuis longtemps, qui sont ouvertement racistes, combattent. Mais et grâce, alors, j'aimerais vous interroger. Il est déjà 8h54 et 50 secondes. On n'a pas le temps de faire tous les candidats qui posent des questions, mais juste à Grasse, il y a un soutien de votre candidat à Rassemblement national. Le candidat s'appelle Jean-Paul Camerano et le soutien a claqué la porte après avoir lu sur le groupe WhatsApp de la campagne ces messages. Vous irez en ligne les lire. Je n'ai pas le temps de vous les lire, mais je demande un sandwich au jambon. Ben non, ils ne font pas de porc. Le grand remplacement, du moins des commerçants, est bien en place à Grasse. Il faut que Jean-Paul gagne, ou sinon la prochaine élection en 2031, ce sera un musulman maire de Grasse comme à New York. Est-ce que c'est normal de lire ça en 2026 sur un groupe WhatsApp de campagne d'un candidat RN chez vous, avec en plus un député RN dans la boucle? C'est normal ça? Je ne sais pas, je ne connais pas cette affaire, donc il y aura sans doute une enquête. C'est tout? C'est la procédure qu'il doit y avoir. Je veux pas juger, on ne peut pas juger les gens, monsieur Laroutourou, sur un plateau de télé par rapport à des messages qu'on nous donne. Mais les propos que je viens de vous donner, ça vous choque ou pas? Et je ne sais pas si ces propos ont été tenus, monsieur Laroutourou. Vous ne croyez pas quand je vous dis? Mais c'est pas que je vous crois pas. Il y a des captures, c'est dans la presse, c'est dans Nice Matin, c'est dans Actu Nice. Vous avez une tendance collective dans une partie des journalistes à vouloir être des procureurs et des juges à la fois, c'est-à-dire faire une enquête, énoncer des faits et vouloir aussi faire la condamnation, tout en disant toute la sainte journée que vous défendez l'état de droit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Un parti politique a des procédures de discipline et il y a la justice à côté qui peut prendre le relais ou non. Je ne rendrai pas de jugement par rapport à des choses que j'ignore. Voilà, et je ne comprends pas que des gens puissent le faire. On vous entend, Jean-Philippe Tanguy, très vite, parce qu'il faut qu'on passe à la question qui. 2 motions de censure vont être examinées aujourd'hui, dont une du Rassemblement national. Pourtant, vous avez échoué vendredi à faire tomber le Premier ministre. Vous y croyez encore, vraiment ? Mais on ne sait jamais. J'ai vu que M. Barnier avait dit qu'il allait regarder les dépenses. Donc quand il va voir que les dépenses de l'État continuent d'augmenter, ne sont pas du tout sous contrôle, peut-être va-t-il enfin prendre ses responsabilités avec d'autres, à savoir mettre fin notamment à cet emballement de la dette qui est dans un effet boule de neige, qui fait que la dette est hors contrôle et que chaque année ça coûte de plus en plus d'argent aux Français pour la rembourser au détriment des autres services publics. Donc peut-être que les Républicains vont se souvenir qu'ils ont quand même fait des promesses électorales à leurs électeurs. J'ai pas beaucoup d'illusions. Il est 8h57 sur France Info. Pardon de vous interrompre, mais je veux qu'on prenne le temps. Avec Agathe, on a envie de vous interroger. Aujourd'hui, la question qui? Morandini. Le RN a confirmé hier à l'AFP une information du Point, le maintien à l'antenne par CNews de l'animateur définitivement condamné pour corruption de mineurs crée un tel malaise jusque dans les rangs le pénis que Jordan Bardella a ordonné à tous les porte-paroles et à tous les élus, dont vous, de ne plus aller sur son plateau. Que pensez-vous de cette consigne et comment vous a-t-elle été transmise? Enfin, en l'occurrence, moi, j'allais pas sur le plateau de M. Morandini depuis de très longues années. Et que pensez-vous de cette consigne pour vos collègues? Je pense que c'est une bonne consigne et qui correspond à nos valeurs. Voilà. Est-ce la que condamnation. Voilà. Oui. C'est exactement ce que je disais. Il y a la présomption d'innocence. Il n'y avait pas de raison de juger M. Morandini avant la justice. Il y a une décision qui a été rendue sur des faits qui sont quand même très graves. Et donc, il n'y a pas de raison d'aller sur ce plateau des autres. Pourtant, vous n'y allez plus depuis de nombreuses années. Le fait que... Ça, c'est mon avis personnel. Est-ce que vous déplorez le fait que Jean-Marc Morandini soit maintenu à l'antenne par CNews? J'ai pas à le déplorer, j'ai pas à m'immiscer dans la programmation de CNews. Je note des prises de parole courageuses d'un certain nombre de personnalités. Notamment Sonia Mabrouk. Voilà, après, si vous voulez, il ne faut pas non plus qu'il y ait la petite limite à ça, c'est pas non plus qu'il y ait un deuxième procès. C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire le procès du procès. Et bon, ça c'est la limite aussi de l'état de droit. Il y a une peine qui a été donnée. Il n'y a pas une peine, il n'a pas été condamné à perdre son emploi. Donc ça, c'est pas à nous de décider. Comment? Est-ce que vous trouvez que votre parti a tardé parce qu'il y a certains porte-paroles qui ont continué à s'y rendre après la condamnation? Non, c'est pas qu'on a tardé, mais si vous voulez, l'explication est beaucoup plus simple que ça. C'est qu'il y a eu beaucoup d'actualités la semaine dernière et que la décision n'avait pas été prise et que quand on s'est réunis, enfin, j'étais pas à l'occurrence, mais quand les instances se sont réunies, c'est-à-dire lundi, la décision visiblement a été prise immédiatement. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme, membre de la Commission des finances, d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci Paul. Merci Agathe, à demain. Vous restez avec nous dans un instant, les informés avec Renaud Denis.